Alors, les alternatives, elles existent. Je veux dire, il n'y a aucun obstacle réel à imaginer qu'on puisse recréer un monde équitable, un monde de suffisance euh, pour tous en une décennie quasiment. Il n'y a aucun obstacle réel. L'obstacle, il est justement idéologique. L'obstacle, il est dans le fait qu'il y a aujourd'hui une petite clique de personnages, et ça, ces personnages, eh bien, c'est le monde de la finance, le monde des grandes entreprises et le monde de la politique à haut niveau, qui forment cette oligarchie, qui évidemment tient son pouvoir et ses privilèges du maintien du système. Les alternatives, ce sont d'abord des alternatives politiques qui voudraient qu'il y ait une volonté politique de la part de nos gouvernants de reprendre le pouvoir de création monétaire au niveau de la nation. Il est absolument illégitime, il est légal actuellement, mais illégitime, de confier le pouvoir de création monétaire à des entités privées, pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est qu'une entité privée, elle travaille pour son intérêt propre, l'intérêt de ses actionnaires. Alors qu'un État, un gouvernement, normalement, s'il est suffisamment éthiquement inspiré, travaille pour le bien commun. Donc la monnaie, si le pouvoir de création monétaire était récupéré, ne serait-ce qu'au niveau d'une nation ou d'un ensemble de nations, lorsqu'on pense à l'Union européenne par exemple, si la BCE était sous dépendance, sous mandat politique, le Parlement, enfin, il y a une organisation politique à imaginer pour que la monnaie soit mise au service des peuples, et donc que l'émission monétaire se fasse par rapport à des projets de société. Donc à ce moment-là, l'accès à la monnaie ne serait plus un problème. Ce qui devient un problème, et c'est là où on est probablement encore hyper balbutiant, c'est dans la capacité de vivre une véritable démocratie. Car reprendre le pouvoir sur la monnaie implique qu'on soit digne de ce pouvoir. Et qu'on va utiliser sagement et honnêtement ce pouvoir. Et ça dépend donc de la capacité d'une société, quelle qu'elle soit, qui a récupéré ce pouvoir, d'élaborer et de mettre en œuvre des projets décidés de façon honnêtement démocratique. Pour l'instant, malheureusement, le pouvoir de la monnaie renvoie en même temps à l'exercice de la démocratie. Donc là, encore une fois, la question n'est pas technique, sur le plan de la technique, sur le plan de la gestion des flux, sur le plan de sur le plan de la popote technique, il n'y a aucun problème. Le problème, il est dans la volonté et dans les capacités humaines à être capable de s'entendre, à être capable non plus de se déchirer entre partis pour avoir le pouvoir, mais au contraire de composer et d'être des peuples qui s'enrichissent de leur diversité. Bref, c'est tout le côté mature de l'être humain et des sociétés qui est à cultiver. Donc encore une fois, il n'y a pas de difficulté. Alors les alternatives, on pourrait parler de quelques alternatives concrètes. On connaît actuellement le mouvement des monnaies complémentaires qui se développe un peu partout dans le monde, et donc je suis personnellement l'un des acteurs. Bon, ça c'est une alternative, par exemple une alternative citoyenne, où les gens qui comme moi ont pris conscience qu'il y avait un problème au niveau économique et surtout monétaire, et qui cherchent tout simplement à redonner du sens à nos productions, à nos échanges, et à redonner du sens à cet outil monétaire qui est devenu complètement fou. Donc ça, c'est une expérience, une alternative tout à fait intéressante, très intéressante à mon avis, justement au niveau de la transformation du mode de pensée, puisque dès lors qu'on rentre dans une expérience de ce genre, on est obligé de se poser des questions. Qu'est-ce que la monnaie? Qu'est-ce que je vais en faire? Pour produire quoi? Pour le bénéfice de qui? Avec qui? Etc. etc. Donc là, c'est une expérience qui permet à l'être humain de grandir dans sa maturité et de préparer les choses pour être capable demain, je l'espère, de reprendre le pouvoir à un niveau beaucoup plus vaste et de donner naissance à des sociétés qui ne seront plus aux mains d'oligarchies qui fonctionnent évidemment, qui travaillent avant tout pour leur propre
pour leur propre intérêt. Alors, les monnaies complémentaires sont des monnaies qui sont imaginées, initiées, émises et administrées par les citoyens eux-mêmes. L'euro, le dollar ou autres sont des monnaies voilà, que l'on utilise, mais sur lesquelles nous n'avons, nous, citoyens, absolument aucun pouvoir. D'autant plus, comme je le disais peut-être tout à l'heure, c'est que les banques centrales sont totalement, le système bancaire est totalement indépendant du pouvoir politique. Donc, on ne peut pas agir directement dessus. Le citoyen est coupé de son outil monétaire. Et toutes les personnes qui se posent des questions là-dessus aujourd'hui, eh bien, se lancent dans ce genre d'expérience. Donc ce sont des monnaies. Alors il y a toutes sortes. Il n'y a pas un modèle unique. Il y a une variété d'expériences. Mais donc c'est un outil monétaire qui est imaginé, initié, émis et administré par un groupe de personnes dans un quartier, une ville, une région, etc., qui va utiliser en plus de la monnaie nationale cet outil d'échange. Alors les avantages sont multiples. Le premier des avantages, enfin c'est celui que je vois, enfin, il y a deux avantages principaux au moins. Celui de ne plus alimenter indirectement la spéculation, puisque comme je l'ai rappelé tout à l'heure, 97 à 98% des flux monétaires, des flux financiers sont absorbés par les bulles spéculatives. Ce qui veut dire que quand j'utilise de l'euro ou du dollar ou peu importe les grandes monnaies, eh bien malgré moi, j'utilise un outil dont je sais que 97 ou 98% vont partir dans les bulles spéculatives. Alors que lorsque je passe par une monnaie complémentaire, je vais échanger une certaine quantité de ma monnaie nationale dans ma poche, donc je vais échanger par exemple 50 euros contre 50 unités de monnaie locale. Donc ça veut dire que je retire du système ces 50 euros qui ne vont plus servir la spéculation, et je vais recevoir en échange donc l'équivalent en pouvoir d'achat en monnaie locale qui, elle, parce qu'elle est locale, ne peut pas sortir du territoire, elle ne peut qu'être échangée au sein des acteurs qui l'acceptent. Et par conséquent, c'est cette monnaie locale, qui n'a absolument pas vocation de thésaurisation ni de spéculation, c'est une monnaie de circulation, va tout simplement être dépensée auprès des commerces et des producteurs locaux. Donc elle va être utilisée à 100% dans l'économie réelle et donc 0% dans l'économie spéculative. Donc là, c'est un moyen déjà, un engagement citoyen conscient de vouloir dire par ce geste, je ne contribue plus indirectement à la spéculation. Et le deuxième avantage majeur, c'est de relocaliser une partie de l'économie. On sait combien aujourd'hui on est dans une économie mondialisée avec voilà, les gaspillages absolument considérables, l'utilisation, le gâchis d'énergie, puisqu'on fait transporter des marchandises sur des milliers de kilomètres alors qu'on pourrait très bien les produire à notre porte, et puis plus les effets dramatiques sur l'emploi, entre autres. On va nous payer des chômeurs ici pour avoir des produits fabriqués à des milliers de kilomètres, tout simplement parce que la main-d'œuvre est moins chère là-bas. Donc on paye du chômage chez nous pour avoir le bénéfice d'acheter moins cher dans un supermarché. Donc il y a une logique absolument absurde. Les promesses de la mondialisation sont loin d'être positives. On s'aperçoit aujourd'hui de la limite et des dégâts humains et écologiques de cette forme d'économie, et il y a une volonté non pas de s'enfermer derrière nos murailles et de retourner à un système autarcique et puis chacun chez soi, pas du tout, mais il y a la volonté de retrouver une résilience, une autonomie locale sur ce qui est au moins nécessaire pour la survie, et particulièrement au niveau alimentaire. On est dans une fragilité mais effarante au niveau particulièrement de l'alimentation.
si demain, pour une raison quelconque, les circuits de distribution devaient s'effondrer, par suite justement d'une crise économique grave, nos magasins seraient vides. Et donc là, on pourrait être face à des famines, à tout ce qu'on veut. Tout simplement parce qu'on a perdu cette production locale, cette autonomie alimentaire que nous avions en particulier dans notre pays, dans tous les cas en France, autrefois. Donc il est important de pouvoir remettre de la sagesse et des équilibres dans tout ça, ne pas vivre pour le prix, il faut donner un autre sens à notre vie, ne plus acheter du prix, mais acheter ce que l'on a véritablement besoin d'acheter et dans des conditions qui ont pris en compte le bien-être et l'équité des gens et le soin, la pérennité de notre environnement naturel. Donc il y a cette volonté dans les monnaies locales, les monnaies complémentaires locales, de véritablement prendre en compte la communauté humaine, sa vie au quotidien, ce qu'elle produit, les conséquences de cette production, bref, de retisser, de fonder un mode de vie qui soit respectueux tant de l'être humain que de la planète. Donc ça, ce sont pour moi les deux intérêts principaux. Il y en a d'autres aussi, ça retisse du lien social, cela permet aussi de financer des projets locaux parce que les euros qui sont échangés contre des unités de monnaie locale sont placés sur un fonds éthique qui va permettre ensuite de soutenir des projets qui ont de la valeur à nos yeux, etc. etc. Donc il y a toutes sortes d'autres avantages, mais les deux principaux que je vois, c'est échapper à la spéculation et relocaliser une partie de l'économie. Ah oui, alors donc nous on est un peu en retard par rapport à d'autres pays. L'Allemagne par exemple ça a commencé bien avant nous, mais là, on a lancé la première monnaie complémentaire à Villeneuve-sur-Lot en 2010, donc vous voyez que c'est tout récent, c'était, je crois que c'était en janvier 2010, donc on est exactement 4 ans, donc c'est très jeune comme expérience, mais en 4 ans on a à peu près, je ne sais plus, 20-25 communes qui se sont lancées dans ce genre d'expérience, dont certaines qui sont tout à fait emblématiques comme Toulouse, qui est une très grosse opération dans laquelle la municipalité s'est fortement investie. Il y a aussi le SCO au Pays Basque qui s'est développé rapidement et qui compte aujourd'hui plusieurs milliers d'utilisateurs et plusieurs centaines de commerçants et producteurs qui acceptent cette monnaie. Bon, il y a Brest avec l'Éole, il y a bref, je vous dis, il y a à peu près 20 à 25 communes qui se sont lancées dans l'expérience. Alors encore une fois, des expériences où tout est repensé à chaque fois. On ne prend pas un modèle et qu'on applique du jour au lendemain. Ce qui est intéressant dans ce genre d'expérience, c'est que même si le principe est connu, chaque groupe va repenser la chose, va se reposer les questions et va mettre au point son propre système. Et c'est en ce sens que c'est très riche, parce que ça oblige les acteurs à se poser des questions qu'on ne se posait pas précédemment. Et puis parallèlement à ça, il y a à peu près le même nombre d'expériences en cours de gestation. Je dirais à peu près donc 25 à 30 autres lieux qui sont en train de travailler sur la mise en œuvre d'une monnaie complémentaire qui ne circule pas encore mais qui est en élaboration.